vais continuer de lire le bouquin. Propagande. La propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager avec tous les moyens disponibles une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et stimuler l'adoption de comportements au sein d'un public cible. En latin médiéval, propaganda est l'adjectif verbal de propagare, signifiant littéralement ce qui doit être propagé. La propagande a en effet connu un extraordinaire développement depuis la Première Guerre mondiale. Première guerre industrielle totale où il était essentiel d'enrôler toute la population. Forger la conviction, parfois jusqu'au fanatisme, est indispensable au bon déroulement de la guerre et à l'acceptation des sacrifices à consentir. La guerre exige de l'argent et des hommes. La propagande doit veiller à ce que l'État ait les deux en suffisance. Il faut fortifier le sentiment national et insister sur le péril encouru par la nation. Tous les pays prenant part à la guerre créent dès lors des officines gouvernementales de propagande. La Belgique participe au mouvement. En février 1915 est créé au Havre le Bureau de documentation belge, dépendant du ministère de la Guerre, avec à sa tête Fernand Passelec. 1916 voit apparaître l'Office de la propagande belge, placé sous la direction d'un comité gouvernemental de propagande composé de plusieurs ministres et dirigé par Henri Carton de Wiart. Londres a son service de propagande dirigé par Henri d'Avignon et à Washington apparaît en décembre 1917 la Belgian Official Information Service, dirigée par deux professeurs d'université belges travaillant aux États-Unis, Paul Van den Ven et Albert J. Carnoy. Les États-Unis déclarent la guerre en avril 1917. L'opinion publique y est fortement opposée. Pour la faire changer d'avis, le président Wilson met sur pied la Commission on Public Information, appelée aussi Commission Krill, du nom du journaliste George Krill qui la dirige. Cette commission comprend des journalistes, des intellectuels, des publicistes et est une véritable officine de propagande moderne, éditant et publiant des affiches, des tracts, des caricatures, des films, des articles de presse dans le but de mobiliser les gens, leur faire partager le point de vue du gouvernement, distiller la haine de l'ennemi. Le succès extraordinaire a incité les entreprises après la guerre à faire appel à certains des membres de cette commission, comme Edward Bernays, pour vendre leurs produits. Créel créa également une force de forts Minutemen. On compta finalement plus de 100 000 de ces hommes de 4 minutes qui faisaient de brefs discours avant le début des réunions, des films, des spectacles de vaudeville et des divertissements en tout genre. Au début, Krill avait l'intention de ne rapporter que des faits, certes soigneusement sélectionnés, et de ne mener qu'une campagne positive en évitant de recourir à la peur. Mais cela changea rapidement. Cette nouvelle attitude trouva sa meilleure formulation dans une déclaration de l'une des plumes de Krill, inscrite dans notre bannière au-dessus du mot vérité et la plus noble de toutes les devises, nous servons. Krill disait à ses forts Minutemen que la peur était un élément important à cultiver dans la population civile. Il est difficile d'unir un peuple en ne parlant que sur le plan éthique le plus élevé. Se battre pour un idéal doit peut-être s'accompagner de pensées d'autopréservation. Raymond Fosdick, ancien étudiant de Wilson à Princeton, et membre du conseil d'administration de la Fondation Rockefeller. Il en deviendrait le président, dirigeait la commission on Training Camps Activities, commission sur les activités des camps d'entraînement. Celle-ci interdit des chansons telles que I Wonder Whiskey Sing Her Now, des parodies venimeuses ainsi que des blagues douteuses et autres plaisanteries, qui bien qu'apparemment inoffensives ont un aiguillon caché, instillant le poison du mécontentement, de l'inquiétude et de l'anxiété dans l'esprit des soldats et les poussant à s'inquiéter pour leur foyer. Les chansons et blagues sont le point culminant de la propagande épistolaire menée par les Huns, qui racontent aux hommes des histoires mensongères sur les souffrances prétendument subies dans leur pays. Le mouvement s'intensifie avec la Seconde Guerre mondiale. Pour les États totalitaires, la propagande est essentielle pour soumettre la population en empêchant tout esprit critique. Afin de mener à bien l'acceptation sans nuance des idées du parti dominant, des ministères de l'information ou de la propagande voient le jour. Ministère de l'Information, l'Agitation et la Propagande en URSS, chargé de mener la révolution prolétarienne dans le monde, la propagande diffuse la doctrine socialiste, l'agitation monte des coups pour sensibiliser l'opinion autour de mots d'ordre efficaces.
Ministère de la propagande en Allemagne nazie aux mains du redoutable Joseph Goebbels. Alors, c'est pas une note de bas de page, mais voilà, c'est la deuxième source. Ainsi, Noam Chomsky écrit-il, la terminologie a changé dans ce domaine au cours de la Seconde Guerre mondiale, avant laquelle le terme de propagande était assez ouvertement et librement utilisé pour évoquer le contrôle de l'esprit public. Par la faute de Hitler, le terme finit par avoir d'assez malheureuses connotations et on s'est décidé finalement à l'abandonner. De nos jours, on utilise d'autres termes, mais quand on lit les travaux de sciences sociales et les écrits produits par l'industrie des relations publiques des années 1920 et 1930, on constate que leurs auteurs qualifient ce qu'ils font de propagande. Propagande et contrôle de l'esprit public. Agone, numéro 34, 2004, page 39. Mine Cool Pop, ministère de la culture populaire. À partir de 1937 en Italie encadrant les médias. La guerre amène les démocraties à recréer des bureaux de contrôle de l'information. Ainsi, la Grande-Bretagne a un ministère de l'information qui fait de la désinformation, de la rétention d'informations, voire des mensonges. Tandis que les États-Unis ont un bureau d'information à la guerre, la propagande aujourd'hui reste toujours d'actualité à travers les différents médias, la culture, le marketing politique. La propagande a beaucoup évolué avec la naissance de la guerre psychologique dans laquelle elle trouve des prolongements. En 1962, Jacques Ellul distingue deux types de propagande. Jacques Ellul, Propagande, 1962, troisième édition, Economica, 2008, page 75 à 84. La propagande politique, très ancienne, et dont on connaît globalement aujourd'hui les modes de fonctionnement, et un nouveau type de propagande, la propagande sociologique. La première, celle des gouvernements, partis et groupes de pression, se distingue de la seconde qui, moins visible, se rapproche de la socialisation, que l'on peut définir elle-même comme processus d'inculcation des normes et valeurs dominantes par lequel une société intègre ses membres. Ellul oppose le caractère direct, délibéré et coercitif de la propagande politique, que l'on trouve en priorité dans les régimes totalitaires, au caractère plus vaste, plus incertain, idéologique, diffus, inconscient et spontané de la propagande sociologique, celle-ci que l'on répugne à désigner sous le terme de propagande dans nos démocraties pluralistes. Agit en douceur par l'imprégnation, il s'exprime par la publicité, le cinéma commercial, les relations publiques, la technique en général, l'éducation scolaire, les services sociaux. En partie non intentionnelle, cette propagande repose sur ces activités multiples qui agissent de façon concordante comme un ensemble pour inculquer un certain mode de vie. Patrick Trou de Chastenay, Propagande, communication, information, archives 2006, site de l'association internationale Jacques Ellul. Après avoir été attaché de presse du ténor Caruso ou des ballets russes, le New-Yorkais Edward Bernays a participé aux côtés du président Wilson à la Commission Krill, qui permit de retourner l'opinion publique américaine en faveur de l'entrée dans la Première Guerre mondiale. Il retourne ensuite régulièrement en Europe, où il passe des vacances avec son oncle Freud, dont les théories sur l'inconscient le fascinent. De retour aux États-Unis, il décide donc de monter sa propre entreprise de propagande au service de l'industrie. Sa femme et partenaire Doris Fleischmann lui a vivement suggéré de ne pas utiliser le terme trop marqué de propagande pour leur commerce. Elle inventa pour le remplacer celui de relations publiques qui fait encore flore aujourd'hui partout dans le monde, Julie Timmerman. Dans les années 1920, Edward Bernays travaille pour l'entreprise Lucky Strike, dont les ventes de cigarettes sont en baisse. Selon son mantra, il va souffler aux gens les rêves avant qu'ils les aient rêvés. À l'époque, une femme qui fume, c'est mal vu, très mal vu, même dans cette Amérique faite de puritanisme de façade. Or, Bernays sait que les mouvements d'émancipation des femmes ont le vent en poupe aux États-Unis. Il va donc exposer sa théorie purement psychanalytique.
La cigarette est un symbole phallique, asseyant la domination des mâles. Il faut convaincre les femmes qu'elles doivent fumer pour affirmer leur liberté. Il faut frapper un grand coup, mais pas n'importe quand ni n'importe comment. Le 31 mars 1929, un défilé très couru a lieu à New York. Edward Bernays jette son dévolu sur cet événement et organise son coup. Il réunit plusieurs dizaines de femmes, toutes triées sur le volet, jeunes, jolies, en bonne santé et élégantes, à qui il distribue des paquets de Lucky Strike et attribue un emplacement précis. Il convoque la presse de tout le pays, leur promettant un événement majeur. Edward Bernays considérait que le peuple était incapable de penser et qu'il devait être guidé par une élite. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, un journaliste américain a raconté que l'un de ses livres se trouvait dans la bibliothèque du nazi Joseph Goebbels. Un comble pour cet Américain qui n'a cessé de défendre l'idée que ces pratiques protégeaient la démocratie. Le jour dit, tout est en place, les festivités battent leur plein. La foule est dense, Bernays, dissimulé dans la foule, donne un signal convenu. En pleine foule, sous l'œil des photographes de presse, des dizaines de femmes sortent en même temps leur paquet de cigarettes et commencent à fumer. Aux journalistes et aux curieux venus les interroger, elles expliquent que ce sont les Torches of Freedom, en référence à la Statue de la Liberté, un discours soigneusement calibré par Bernays lui-même. Dans les semaines qui suivirent, des millions de femmes à travers les États-Unis se précipitèrent pour fumer, non pas par goût ou envie, mais juste pour symboliser leur liberté. Les actionnaires de l'American Tobacco Company touchèrent des dividendes substantiels et Edward Bernays empocha des honoraires conséquents. Au XIXe siècle, l'industrialisation provoque la concentration nouvelle d'une importante main-d'œuvre ouvrière qui bientôt cherche à faire entendre sa voix. Le socialisme, en se structurant, adopte le vocabulaire de la religion et appelle doctrine le discours politique et propagande. Les méthodes de sa diffusion au sein de la population ouvrière, les leaders du mouvement socialiste cherchent à provoquer chez les ouvriers une prise de conscience de leur situation afin de les amener à l'action collective. La propagande, c'est à nouveau une source. La propagande est conçue comme une révélation ou du moins comme une prise de conscience, en l'occurrence une conscience de classe. Il s'agit, tout en fondant une identité ouvrière, de promouvoir la perception subjective d'une situation objective, écrit notamment François Bernard Hughes aux origines de la propagande, suite 2, archives. Au tournant du siècle, le pouvoir doit composer avec cette nouvelle classe, et c'est dans ce contexte qu'est théorisée une psychologie des foules. Voilà, de nouveau une autre source. Aujourd'hui, les revendications des foules deviennent de plus en plus nettes et ne vont pas à moins qu'à détruire de fond en comble la société actuelle pour la ramener à ce communisme primitif qui fut l'état normal de tous les groupes humains avant l'aurore de la civilisation. Limitation des heures de travail, expropriation des mines, des chemins de fer, des usines et du sol, partage égal de tous les produits, élimination de toutes les classes supérieures au profit des classes populaires, etc. Telles sont ses revendications. Gustave Le Bon, Psychologie des foules et Université du Québec, archives, édition Alcan, 9e édition, Paris, 1905. Ouvrage dans lequel Gustave Le Bon esquisse les bases de la manipulation des masses. Les politiques tentent de correspondre et de répondre aux aspirations, révélées par des études et des sondages d'opinion, des électeurs qu'ils convoitent. La communication se modernise. Si les affiches restent toujours importantes, le principal impact vient de la télévision, où les conseillers en images, les publicitaires, le médium télévisuel imposent une coupe de cheveux, un tailleur, un maintien, une gestuelle, destinée à séduire et à installer une certaine image de l'homme, femme politique. Le médium télévisuel se contente de vendre son opium, un tirage de cartes, et voilà que le téléspectateur change de cap. Les meetings de bon enfant sont devenus des grandes messes de la communication dont la mise en scène suppose une régie du son et de la lumière. Un metteur en scène. Les journalistes ne posent plus des questions importantes. Tout est mis en place pour brosser les candidats dans le sens du poil. Enfin, c'est le cas pour les partis étant dans la vision élitiste des corporations. Tous ceux qui veulent être patriotes se retrouvent jetés en pâture.
Est-ce pour que les spectateurs aient l'impression d'avoir différents partis avec des idées différentes? Ou est-ce pour diviser la population à travers cette mascarade qui semble se dérouler comme une pièce de théâtre où chacun a déjà un rôle attitré et vient le jouer en public, sur les plateaux télévisés? Dans son ouvrage Règles d'or, le politologue Thomas Ferguson défend l'idée suivante. Lorsque les intérêts de ceux qui financent les partis politiques et les élections convergent sur une question, les positions des différents partis s'aligneront sur cette question, quelle que soit la demande du public en faveur d'une alternative. Selon lui, pour que les électeurs ordinaires puissent influencer les choix électoraux, il leur faudrait disposer de puissants canaux facilitant directement expression et délibération de masse. Thomas Ferguson, ça c'est nouveau une autre source. Thomas Ferguson, Golden Rule, Chicago, University of Chicago Press, 1995, page 28 à 29. Nous voyons s'effriter la diversité des opinions politiques. Aux États-Unis, Fairness Doctrine est introduite en 1949 par la FCC, Commission fédérale des communications, la dite doctrine de l'équité, demandait aux détenteurs de licences de programmation de présenter sur les sujets importants une diversité d'opinions qui soit à la fois honnête, équitable et équilibrée. La FCC décida d'abroger cette directive en 1987 et en août 2011 élimina jusqu'au texte même qui avait permis de la faire respecter. En 1975, la Commission Church, formée à la suite du scandale du Watergate, met au jour l'existence de l'opération Mockingbird, opération Oiseau moqueur, élaborée par la CIA et destinée à placer sous son influence les médias d'information et de distraction américains comme étrangers. Le rapport publié par le Congrès en 1976 dresse l'image d'une gigantesque toile d'influence médiatique tissée par la CIA à travers le monde. La CIA entretient actuellement un réseau de plusieurs centaines de personnes étrangères à travers le monde qui fournissent des renseignements à la CIA et parfois tentent d'influencer l'opinion par le biais de la propagande déguisée. Ces personnes assurent à la CIA un accès direct à un grand nombre de journaux et de périodiques, des dizaines de services de presse et agences de nouvelles, stations de radio et de télévision, les éditeurs commerciaux et autres médias et étrangers. Le montant estimé de cette vaste entreprise est colossal, 265 millions de dollars par an. C'est à la fin des années 1948 que le projet est créé. En 1954, il passe sous le contrôle direct d'Allen Dulles, premier directeur civil de la CIA. Allen Welsh Dulles est également un des 7 membres de la commission Warren chargée d'enquêter sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Allen Dulles et John D. Rockefeller ont un lien familial remontant à plusieurs générations. Il s'agit de James Butler. John Foster et Allen Dulles sont associés au sein de l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires new-yorkais, Sullivan et Cromwell, qui compte parmi ses clients de nombreuses sociétés liées à l'empire Rockefeller. Les Dulles sont étroitement liés aux héritiers Rockefeller. L'un des petits-fils de John D. Rockefeller, David Rockefeller, fréquente les frères Dulles depuis les années 1930. Dès 1941, c'est dans la salle 3603 du Rockefeller Center qu'Allen Dulles est nommé à la tête du bureau new-yorkais de l'ancêtre de la CIA, l'Office of Strategic Services, OSS, alors étroitement materné par la MI6 britannique. Aujourd'hui, ça c'est une autre source. James Rhodes, Allen Dulles, Master of Spice, Ranieri Publishing, Washington 1999, page 207. En 1926, Prescott Bush est nommé vice-président d'une très prestigieuse banque de Wall Street, William Averell Harriman et compagnie, dirigée par le père de sa femme Dorothy, George Herbert Walker, auquel George Herbert Walker Bush devra son nom. Devenu Brown Brothers Harriman en 1931, la firme s'impose à la fin des années 1930 comme l'une des toutes premières banques d'investissement au monde.
En tant que partenaire, Prescott Bush supervise la clientèle allemande de la firme. Il est l'un des directeurs de l'Union Banking Corporation, UBC, une banque fondée à New York en 1924 par son beau-père afin de gérer les intérêts de famille Tyson, la plus puissante famille d'industriels en Allemagne. Au même titre que I.G. Farben, la famille Tyson joue un rôle clé dans le financement de l'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir, puis dans le réarmement du Reich. Une enquête lancée en 1941 par la Commission des propriétés étrangères conclut qu'UBC est en réalité une coquille vide d'une banque contrôlée par la famille Tyson. Ça, c'est une autre source. Duncan, Campbell et Ben Harris. How Bush's grandfather helped Hitler's rise to power in Washington. The Guardian, 25 septembre 2004. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo.